Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'invité culture. Focus aujourd'hui sur le dernier livre publié par Hubert Seillant. Le Sahara marocain, la résolution des Nations Unies du 31 octobre 2025. Le 31 octobre 2025, une date qui marque un tournant décisif dans l'histoire de la question du Sahara. Par la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la communauté internationale consacre l'aboutissement d'un long processus diplomatique et la reconnaissance définitive d'une réalité historique et géopolitique progressivement imposée au fil du temps. Ce sont vos propos, Monsieur Hubert Seillant. Donc, cet ouvrage collectif est le fruit d'un séminaire franco-marocain organisé à Bordeaux en avril 2026. Il propose une analyse approfondie des enjeux et des perspectives ouvertes par cette nouvelle configuration internationale. Il éclaire les dynamiques en cours ainsi que les nouvelles potentialités diplomatiques, juridiques, économiques et sociales du Royaume du Maroc. C'est un plaisir de vous recevoir comme invité aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur Seillant. Je vous remercie. Vous pensez bien que je vous suis reconnaissant de me permettre de présenter cet ouvrage qui, comme vous l'avez dit, a une actualité pressante. Une actualité brûlante, effectivement, un ouvrage que je tiens entre les mains et que je montre à nos chers téléspectateurs. Donc, le Sahara marocain, la résolution des Nations Unies du 31 octobre 2025. Donc, déjà, le titre résonne assez fortement. Le symbole est dans le titre parce qu'il y a un avant et un après, comme l'a dit le souverain. Donc, cette résolution du 31 octobre 2025. Un ouvrage qui fait suite à un séminaire franco-marocain à Bordeaux, organisé donc en avril 2026. Parlez-nous un petit peu de l'écriture de ce livre, comment la démarche a été entreprise. Elle a été entreprise avec des moyens excessivement simples, une ambition formidable et pas mal d'émotions, parce qu'il s'agissait de traduire rapidement une réponse structurée, structurante à l'invitation qui nous est faite de réfléchir à un système d'autonomie avancée sous souveraineté marocaine. Je me bats depuis maintenant de très nombreuses années sur le sujet de la souveraineté du Maroc au Sahara. Nous avons abouti, comme vous venez de le dire, et il fallait traduire ça en termes opérationnels, immédiatement. J'ai voulu que ce document, ce livre, puisse permettre à tout un chacun, des Marocains, mais aussi des gens de la francophonie, d'Afrique notamment, mais aussi des Nations Unies, leur montrer que l'invitation qui est faite au Maroc de mettre en place, sur sa demande d'ailleurs, parce que c'était sa demande, un système d'autonomie avancée devait reposer sur un certain nombre de principes. Alors, j'ai proposé d'organiser un séminaire d'une vingtaine de personnes. Y assistaient des parlementaires français, les présidents des groupes d'amitié du Sénat et du Maroc, le président du groupe d'amitié des conseillers marocains, un certain nombre de professionnels du droit, notamment marocains, mais aussi français, des chefs d'entreprise, enfin, un aéropage assez complet d'une vingtaine de personnes. Il s'agissait de réfléchir, et sur une durée de temps très courte. C'était volontaire, 24 heures, une journée. Un dîner, un travail, une soirée, c'est tout. C'est tout. À Bordeaux. Pourquoi à Bordeaux ? Premièrement, parce que Bordeaux, c'est la capitale du Maroc du point de vue du droit. Les juristes disent toujours que Bordeaux, c'est là que Sa Majesté Hassan II a fait ses études. Voilà. Il y a des liens. Le baccalauréat marocain a été longtemps donné, administré par l'Académie de Bordeaux. Bordeaux. Et puis je suis bordelais. Et puis la fondation qui est à l'origine de l'organisation et que je préside de ce séminaire est basée à Bordeaux. Elle est entre Bordeaux et Rabat, où j'ai mon alter ego, M. Abdelkrim Benadi, président de Ribat Al-Fat, qui anime cette fondation avec moi. Alors, nous avons
donc organisé à Bordeaux ce séminaire. Et derrière, il fallait produire évidemment des actes. Je les ai écrits, évidemment. On y trouvera de la documentation, des bases, les fondements, un glossaire, des mots, des définitions, et puis une synthèse des réflexions. Alors, ce n'est pas comme ça, en quelques minutes, que je peux me permettre de vous dire ce qu'il en est, mais cela aboutit à l'idée qu'il faut désormais avoir une doctrine sur cette question du Sahara. Mais on l'a au Maroc, évidemment, mais une doctrine de l'action, et de l'action aujourd'hui, pas de l'action d'hier. Je ne suis pas seulement historien, je suis aussi un homme d'action. Et dans cette perspective, je propose l'écriture d'une doctrine à la fin du livre qui permet de voir que les aspects géopolitiques, les aspects structurants du statut futur, n'est-ce pas, avec les points qui relèvent de la souveraineté, des compétences exercées, c'est normal tout ça, voilà. C'est très simple en fait. Mais le but, c'est de permettre à tous ceux que j'appelle des honnêtes gens qui savent que le Maroc est chez lui au Sahara, mais avoir une vision, si vous voulez, plus architecturale de ce qu'est cette souveraineté. Et d'ailleurs, c'est écrit, donc dernière publication, mais il y en a eu d'autres qui l'ont précédé. Il y a eu un phénomène d'enchaînement ou d'entraînement dans la publication de vos livres. Ce n'est pas le premier livre concernant le Sahara marocain. Parlez-nous un petit peu de ce cheminement mental que vous avez eu, parce qu'un livre en a appelé un autre, voilà. qui a abouti voilà. à ce résultat que j'ai aujourd'hui entre les mains. Final, donc. Je ne peux qu'apprécier la lecture fine que vous faites de mes ouvrages. Quand vous parlez d'enchaînement, j'ai eu une carrière d'universitaire, j'ai écrit des livres, comme tout universitaire, sur les sujets de ma compétence. Et il y a une dizaine d'années, un peu plus, c'était en 2016, c'est ça, on m'a demandé d'être observateur international sur le plan juridique. Je venais de m'installer comme avocat, je partais à la retraite de la faculté, je menais un jeune avocat, et le cadeau qu'on me fit, c'est de me demander d'observer le procès en appel de Gnimizik, des assassins, des jeunes gendarmes et du sapeur-pompier, du jeune sapeur-pompier. Je l'ai suivi, j'en ai fait un livre que j'ai intitulé « Le politique contre le droit, le Sahara, les droits de l'homme et le procès de Gnimizik ». Et où j'ai voulu, dans ce livre, montrer combien le Maroc peut, sans aucun doute, faire la démonstration qu'il est dans le monde aujourd'hui un état de droit exemplaire, je le dis, parce que je l'ai vérifié. Beaucoup de pays qui se disent donneurs de leçons sur les droits de l'homme n'auraient pas eu cette capacité de gérer pendant plus de 6 mois un procès difficile avec la liberté laissée à tous de disputer les éléments de preuve. Et voilà. C'est cela aussi le procès de Gnimizik. Ce procès m'a permis d'aller au fond, au Sahara. Comment faire? J'étais allé sur place, j'avais voulu voir les lieux, j'avais tout cela, j'avais fait des investigations nécessaires. Et j'ai été conduit à dire, mais il faut que je fasse maintenant un livre sur le Sahara marocain. Voilà. Et ce livre, il est dans sa nouvelle édition, c'est une nouvelle édition, c'est un nouveau livre. C'est la 3e édition, je pense. Mais c'est revu et complété. Bien sûr, l'essentiel a été repris, mais il y a un nouveau livre, je peux dire. Alors, il est venu en second. Et puis ce livre sur Sahara m'a conduit tout simplement à me rendre compte qu'il y avait il y avait 2 personnages qui méritaient l'attention. Un Français,
le général Lyautey, le maréchal Lyautey, et le sultan Moulay Youssef. Alors, ce livre, là aussi, j'ai voulu le faire dans le suivi, parce que Moulay Youssef et Lyautey avaient, sur le Maroc et sur sa souveraineté, dit des choses superbes. Donc il fallait qu'on vienne là-dessus. C'est aussi un nouveau livre qui a été écrit. Et puis enfin, comme il faut aussi faire du collectif, mais du vrai collectif, j'ai engagé une démarche, une dynamique qui conduit à la création d'une collection écrite en partage et dont les 2 premiers titres, ça c'est le second, sont Communauté de destin. Communauté de destin. Le titre suffit, vous le comprenez. Alors ce sont des auteurs, là ce sont vraiment un livre collectif, avec une vingtaine d'auteurs, des Français, des Marocains, qui font de la littérature, qui font de l'économie, qui font du droit, qui font du raisonnement comparé, mais sans prétendre à un document universitaire, pas du tout. Et le 3e titre, le 3e tome est en cours, je vous en parlerai plus tard. Mais j'ai autre chose, j'ai une autre information à vous donner, si vous me permettez, pour le futur. Ben, on a hâte de vous écouter, on vous écoute et dites-nous. Vous me permettez? Ben oui, évidemment. Eh bien, je travaille depuis 1 an et demi à réunir de la documentation. C'est compliqué, parce que les archives nationales françaises n'ont pas remis tous les documents concernant le Maroc. Sur une époque qui peut être qualifiée de criminelle. Des années 50, c'est ça? C'est l'année 53, le 20 août 53, le départ de Sa Majesté, le sultan, à 14 heures, emmené en exil avec ses 2 fils, les 2 princes, par l'armée française et par un certain général Guillaume, résident général. Je travaille là-dessus. Parce que de votre prochain écrit. Ce livre est dans la suite directe du livre de Lyautey. La première personne qui parlera dans ce livre sera le maréchal Lyautey quand il disait « Le Maroc ne doit pas être vu comme étant une colonie ». Donc j'ai tous ces livres qui sont en lien, voyez-vous. Et j'attends beaucoup de ce livre sur le coup d'État. J'appelle ça un coup d'État. Beaucoup d'auteurs ont parlé de coup de force. Non, ce n'est pas un coup de force. C'est un coup d'État parce qu'on a trahi le traité de 1912. Il est trahi. Et oui, donc c'est un coup d'État. Le coup de force, ce sont des gens qui n'ont pas compris que nous n'étions pas au Maroc dans une colonie. Nous étions dans un protectorat avec des obligations qui obligeaient de part et d'autre. Et qu'avaient bien compris l'ami Lyautey et l'ami Moulay Youssef, parce que je les appelle comme ça maintenant, tellement j'ai travaillé sur leur aventure amicale. On peut dire même que si aujourd'hui les Marocains ont pour la France un regard particulier, c'est dû à cette amitié de ces 2 grands hommes. Une amitié effectivement historique, séculaire entre nos 2 pays. Et oui, et oui. En tout cas, on a hâte de vous relire pour le coup et de découvrir vos prochains écrits en attendant la suite des événements et comment vous allez être conduit à travailler sur d'autres projets. Et c'était un plaisir de vous recevoir ce soir également pour discuter. Permettez-moi de dire, de rendre hommage à un éditeur. Car tout ceci, c'est lié à la décision d'un éditeur de s'engager aussi fortement. C'est les éditions Bourg-Grec. Vous avez Rappelons que certains livres ont été traduits en plusieurs langues, notamment en langue chinoise. Alors, le Sahara a été traduit en langue chinoise, le Sahara est traduit en espagnol, le Sahara est traduit en anglais, il est en traduction en arabe, en projet. Mais je veux rendre hommage aux éditions du Bourg-Grec, parce que c'est une aventure. Voyez-vous, on est sur un collectif de livres. Une aventure commune. Et oui, et c'est pas si évident aujourd'hui quand on voit la frilosité des éditeurs à s'engager. Je suis édité au Maroc parce que je suis à la fois
autant franco que marocain. Merci à vous Hubert Seillant, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir été mon invité. Je montre à nouveau votre livre, donc Le Sahara marocain, la résolution des Nations Unies du 31 octobre 2025. Fin de l'invité culture pour aujourd'hui. Très bonne journée.